En fait, à la fin du tome du premier diptyque, c'était en 2009, je travaillais sur un nouveau scénario et on a eu la crise économique qui est arrivée. Et comme je suis assez angoissé par rapport à ça, je me suis plongé dans la crise des années 30 et je me suis dit qu'il y avait une merveilleuse matière pour faire quelque chose qui à la fois allait me permettre de comprendre ce qu'on vivait en 2010-2011 et de plonger mes personnages dans quelque chose justement qui était semblable à ce qu'on vivait. Et donc le diptyque est parti de là. Donc la crise de 29, le Dust Bowl de 32-33, la misère des Américains à l'époque, la migration, le fait que tout leur mode de vie au Middle West changeait, s'effondrait, la pression des banques, et tout ça, et la migration de ces gens du Kansas, de l'Oklahoma qui sont partis vivre en Californie, là où on les a rejetés évidemment, et qui sont entrés dans la guerre parce que ça permettait d'avoir une voie de sortie, de gagner sa vie. Voilà. Donc le tome 5 est un petit peu un tome... il sort un petit peu du cadre habituel d'Airborne. C'est pas militaire, hein, il y a très peu de choses militaires dedans, donc voilà, c'est parti de là en fait. Je dis souvent que sur les 100% de documentation que j'ai, j'en utilise 2-3%. Mais j'ai besoin ne serait-ce que pour poser l'assiette sur la table, d'éclairer toute la table. Donc j'ai besoin vraiment de connaître tout l'environnement, vraiment au maximum, pour pouvoir utiliser une toute petite partie de ça. Donc la documentation, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et une deuxième chose, c'est comme je suis un dessinateur réaliste, j'essaie de mettre vraiment beaucoup d'éléments dans les cases, sans alourdir tout. Découpage fluide, le plus fluide possible, mais à l'intérieur, mettre de la richesse. Donc moi, c'est mon plaisir personnel, égoïste, de faire ça. Moi, je suis né en 65, donc je suis né 20 ans après la guerre. Tardy est né 20 ans après la première, et c'est aussi une passion chez lui. Je pense que l'influence vient de mon grand-père qui m'a beaucoup raconté l'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Les gens qui l'ont vécu, la première ou la seconde d'ailleurs, en parlent très peu. Mon grand-père, c'est le contraire, il en a beaucoup parlé. Et donc, depuis que je suis tout gamin, j'ai vraiment eu que des livres d'histoire. On m'a offert que ça, lui en tout cas. Il m'a beaucoup parlé. Il a été un très bon narrateur et j'étais passionné par sa façon de débuter l'histoire, de la faire vivre et de la finir. Donc, mon intérêt pour les histoires et la Seconde Guerre mondiale, ça vient de lui en partie. Et puis, je viens d'un village qui a été repris par les Américains au prix de lourdes pertes. Et quand j'étais petit en vacances, enfin petit, oui, j'avais quoi, 10-12 ans, on a vu revenir des vétérans ici ou là, donc, qui visitaient le village. Et donc c'était très important pour moi de comprendre ce qui leur était arrivé. Pour moi, c'était l'endroit du bonheur. Pour eux, c'était vraiment un endroit très douloureux à revisiter. Et mes premières planches que j'ai faites vers 14-15 ans, donc il y a 35 ans, c'était déjà sur ce thème-là. J'ai retrouvé récemment des planches où j'avais, monstrueusement copié comme S, déjà sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. En fait, la guerre, elle a permis aux femmes, il ne faut pas oublier quand le droit de vote est accordé aux femmes en 1944 en France, 1948 en Belgique. Et donc avant, elles n'avaient pas le droit de vote, il faut se rendre compte de l'incroyable paradoxe. Et la guerre, en fait, a permis Déjà, la Première Guerre mondiale avait mis les femmes au travail, ce qui était une conquête sociale. Et la Seconde Guerre mondiale, quand tous les hommes sont allés se battre sur le front, elles ont travaillé dans les usines, c'est elles qui assemblaient les avions. Et puis pour finir, ils devaient en produire tellement qu'ils n'avaient plus assez de pilotes masculins pour les conduire des usines jusqu'au théâtre d'opération. Donc en fait, l'Air Transport Auxiliary pour l'Angleterre et les WASP pour les États-Unis, ce sont les femmes qui prenaient les avions à la sortie des usines, sans armement. Elles n'avaient pas non plus de formation de navigatrice, en tout cas en Angleterre. Donc elles suivaient les fleuves, suivaient les voies ferrées. Elles amenaient les avions en fait sur les bases où on allait les confier à des hommes, les armer. Mais elles avaient vraiment juste un rôle de transport d'avions. Elles ont piloté tous les avions. Il y a des femmes qui pilotaient des bombardiers. Et donc, c'était pour elles une quête sociale. Et quand j'ai vu un très beau reportage sur Arte qui reprenait leurs témoignages, en fait, elles disaient qu'on a commencé à mettre des pantalons, à se promener sur les bases sans qu'on nous pose de questions. On avait une vie sociale, sexuelle, très différente de ce qui était avant la guerre et de ce qu'il y a eu après.
elles avaient pensé, contrairement à ce que dit mon personnage à la fin du bouquin ici, qu'elles ne rentreraient pas dans leur cuisine, que la conquête était définitivement acquise. Pas du tout, elle dit après la guerre, on nous a interdit de rentrer dans l'aviation civile. Pourtant, on était de très bonnes pilotes. Donc c'est toujours l'oppression des hommes sur la vie des femmes qui a primé. Mais globalement, la Seconde Guerre mondiale a permis l'émancipation des droits. Et c'est quelque chose, j'ai quand même 3 filles, donc je suis très attaché à ça. Je ne voudrais pas que mes filles soient obligées d'obéir à des hommes, n'aient pas le même droit, n'aient pas le même salaire. Tout ça, je suis un peu militant pour ça. Voilà. Pour moi, ce qui prime sur l'histoire, c'est le personnage. L'histoire n'est là que pour s'opposer à lui. Mais ce qui compte, c'est le personnage. L'intrigue en elle-même, on peut la changer. On a tous des vies différentes, on a tous des caractères différents. Et ce qui révèle le caractère, c'est l'opposition. Comment survivre à une opposition, comment la gérer. Et la guerre est un merveilleux microcosme dans lequel le caractère se révèle. Parce que si on est lâche, on est lâche. Si on est un peu courageux, on est courageux. Il faut apprendre à gérer les choses. Si vous avez 3 enfants, vous ne vous comportez pas de la même façon que si vous êtes célibataire. Si on a des attaches ou pas. En fait, ça cristallise la guerre. Le personnage naît, se développe, prend vie en vous. Et puis, à un moment, il dit tu veux m'entraîner dans une histoire, mais ce que tu viens de créer comme histoire, je ne peux pas la vivre exactement. Et là, je dis, je ne peux pas le transformer comme je veux. À un moment, c'est lui qui dicte sa loi. C'est paradoxal, c'est bizarre, c'est-à-dire que c'est schizophrénique, mais c'est vrai, c'est comme ça que je le vis, moi. Très minutieux parce que je traite la neige, d'abord je fais un crayonné, j'encre au feutre, puis je mets en couleur, j'efface tout, c'est relativement propre, c'est très propre même. Puis je fais mes ombres, je mets mes couleurs, je travaille la neige avec tout ce que ça comporte de blanc ou de bleu. Et à la fin, j'efface tout ce qui touche la neige, j'efface mon trait à la gouache. Donc si j'ai fait une forêt, je vais effacer tous les traits dans la forêt. Donc ça peut me prendre 1 heure ou 2. Mais à la fin, j'ai une image beaucoup plus douce. Ce que je ne pourrais pas faire en technique normale. Donc la couleur directe permet justement d'avoir cet effet extrêmement doux de la neige. La neige, en fait, elle n'a pas de frontière chez moi, à peu près. On ne voit quasiment jamais la limite entre la neige et le reste. Sauf s'il y a un fond noir, évidemment. Je voulais que... c'est comique. Je voulais qu'il grelotte, le lecteur. Je voulais qu'il remette une couche sur ses épaules en lisant le bouquin. Voilà. C'est pour ça que j'ai travaillé aussi les personnages de manière à ce qu'on ait l'impression qu'ils aient froid. Donc les conjonctives, par exemple, j'ai mis plus de rouge. Et ça fait vivre le personnage, en fait. On a froid avec lui. Non, j'ai commis une erreur, en fait, parce que la première planche, ça se passe dans un sous-bois. Et puis la planche suivante, en fait, c'est un retour en arrière de peut-être 2 semaines. Et j'aurais dû spécifier à ce moment-là. J'ai 2-3 lecteurs qui m'ont fait remarquer qu'ils ont eu un instant de doute. Or, moi, j'adore être très cadré au niveau compréhension de l'histoire. Donc j'aurais dû rajouter un récitatif dans la 2e planche disant 2 ou 3 semaines plus tôt, voilà. Et là, la lisibilité, ça n'alourdissait pas la planche, mais on avait plus ce doute au départ. C'est que je voulais avoir une planche, 2 planches même, où sans texte, je ne faisais que du figuratif. Je voulais montrer le bois, de manière générale, et les soldats. Je voulais qu'on entende le son des gamelles. Et si on regarde bien les planches, à l'intérieur des bois, on entend des bangs, des booms, on entend du bruit lointain. Mais le problème de la BD, c'est que on est extrêmement limité pour représenter l'environnement sonore. Or, dans la vie de tous les jours, dans les films, c'est très important d'avoir un environnement sonore. Si vous entendez la mer dans un film, c'est important. Le vent, le choc des gamelles, par exemple, qui s'entrechoquent, les gens qui marchent, le bruit du pas dans la neige. On n'a pas ça en BD. Donc je l'aimais à un moment. Il y a le gamin qui est dans un abri, et il entend cri, mais ça fait quoi le bruit de la neige?
C'est très important dans l'ambiance. Et dans ma tête, l'ambiance, elle est là. Et après, j'ai le biais de la bande dessinée qui me permet de retranscrire une partie de ce que je ressens, donc le froid, et peut-être les bruits. C'est pour ça que quand je n'ai pas mis le récitatif, c'est parce que j'étais un petit peu... Au départ, je me suis posé la question, est-ce que je le mets ou pas? Mais en même temps, en le mettant, je cassais cette volonté de faire silence à ce moment-là. Mais la narration, après, compte plus. Voilà. C'est une explication de mon erreur. Oui, parce que j'habite à 60 km et que je suis allé très souvent là-bas, que je suis très touché par les bouquins que j'ai lus sur la bataille. Elle est très connue, heure par heure quasiment. Et c'est vraiment un défi narratif parce que même sous des apparences de BD, BD très classiques, j'insère toujours la fiction dans des blocs réalistes, historiques, vrais, très puissants, très forts. Donc ma fiction se glisse là-dedans au mieux, donc il faut vraiment beaucoup lire pour se dire, oui, tel jour, à telle heure, il s'est passé tel événement. Comment est-ce que ma fiction peut intervenir là-dedans sans que je fasse un mauvais enfant à l'histoire en fait. Donc le tome 6 a certainement été le plus compliqué à écrire parce que j'ai l'historique de ce qui s'est passé et que pour en avoir discuté avec Yann, le scénariste, il m'a dit mais te tracasse pas parce qu'à 3 jours près ça ne change pas grand chose. Oui, 3 jours près sur le front de l'Est ou 3 jours dans des endroits où on n'a pas beaucoup d'historique des choses. Mais sur Bastogne, où ça aurait pu être la bataille de la Somme, ou la prise de Paris, je veux dire que c'est très important. La deuxième DB, elle ne rentre pas dans Paris à n'importe quelle heure. Donc c'est le genre de choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Enfin moi, c'est très important. Oui, on m'a demandé si je pouvais faire les dessins de la scénographie en fait. Donc ils ont fait un immense, vraiment un gros musée avec des salles immersives dans lesquelles ils se sont posé la question, est-ce qu'on fait tourner des comédiens? Est-ce qu'on a que du figuratif, que des photos? Et l'idée, c'était de rendre le musée, comment dire, relativement émouvant, en fait. Donc on est parti sur un enfant, un soldat américain, un soldat allemand et une institutrice. Et donc l'idée, c'était de partir du dessin. Et comme j'avais fait Airborne, on m'a demandé est-ce que ça vous intéresserait de faire les dessins. Mais c'est des formats très verticaux, donc c'est pas trop mon truc, mais le défi était là, c'était intéressant. Et quand on visite le musée aujourd'hui, dans les salles immersives, on est dans la forêt, on se croirait vraiment dans la forêt, il y a tout ce qu'il faut, la neige, les sapins, et puis on voit apparaître des images d'époque, des morceaux de films et les personnages. Et je suis vraiment très content d'avoir participé à ça. Parce que d'abord c'est historique. L'Instant Unième a libéré le camp de Landsberg, pas loin de Munich. Et de ce que je vois dans la société d'aujourd'hui, l'antisémitisme qui remonte, je ne suis pas juif, ça n'a rien à voir, mais l'antisémitisme qui remonte, la haine des autres, et les mêmes processus, politiques qui remontent, ça mène à ça. Si on n'y prend pas garde, on refait les mêmes erreurs. Et je suis très sérieux en disant ça. Les processus que je vois à l'œuvre en France, en Belgique, de laisser aller par rapport au racisme général, et c'est valable pour les réfugiés, c'est valable pour même des parties entières de la société, qu'elle soit française ou belge ou autre, même aux Pays-Bas. Ça commence à sentir très mauvais et tout le monde commence à s'autoriser à sortir du bois avec cette haine chevillée au corps. Et en fait, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une libération complète de cette haine. Et ça a mené à ça. Et il y a eu des camps quand même en Europe, récemment, des camps de la mort, en fait, appelons-les comme ça, alors qu'on avait dit que ça n'arriverait plus. Alors ma façon à moi, c'est que de la bande dessinée, c'est de rappeler que la stupidité mène à ça. Elle peut mener à ça. Et ça peut nous arriver encore, j'en suis persuadé. Je voulais en faire 4. Le deuxième diptyque, c'est parce que simplement ça me plaît énormément de travailler sur ce sujet-là, la Seconde Guerre mondiale, mais il faut un bon angle. Donc troisième diptyque a été difficile à écrire parce que je voulais un angle qui me touche
Et la crise économique était quelque chose qui me touchait. Et pour le quatrième, ici, je suis plutôt parti sur un personnage dont je ne sais pas comment je vais pouvoir le sauver moralement. Donc je vais explorer une façon de raconter une histoire que je n'ai jamais faite. Je veux un personnage extrêmement ambigu, moche, qui va essayer de se mettre sur une voie de rédemption personnelle, mais c'est quasiment impossible. Donc c'est difficile à écrire, et le contexte en même temps, dans le milieu de l'Allemagne à la fin de la guerre, c'est très intéressant. C'est une déliquescence complète de la société, et c'est une conflagration possible entre des intérêts complètement différents. Donc le quatrième diptyque, je suis très enthousiaste, je suis en train de l'écrire pour le moment, mais c'est un monstre. Il y a trop pour faire un diptyque. On a discuté hier avec mon éditeur, ils m'ont dit mais tu fais 3 albums avec ça, 4. Mais je ne vais pas faire un quadriptyque, c'est trop long. Donc il va falloir sacrifier des pans entiers de l'histoire qui ne servent pas complètement le propos. Mais d'un autre côté, je ne suis pas non plus quelqu'un qui aime raconter juste des histoires à l'os. Pour moi, il faut de l'os, du muscle et un tout petit peu de graisse. Donc on a besoin de ça en rentrant dans l'empathie avec les personnages. Je veux vraiment que ce soit les personnages qui priment sur l'histoire. Voilà, je peux résumer le diptyque 4 sans trop en dire parce qu'il est vraiment ardu à faire.